Bonjour et bienvenue dans le deuxième épisode d'Éléments d'un roman, notre série consacrée à l'étude des grandes œuvres de la littérature d'expression française, produites par des écrivains du Maghreb, d'Afrique noire ou d'autres continents. Leur seule particularité commune, l'écriture dans une langue qui n'est pas la leur. Dans cet épisode, je vais m'attaquer à un roman majeur de la littérature marocaine d'expression française, Le Passé simple de Driss Chraïbi. Un livre poignant qui a fait beaucoup de bruit lors de sa parution en 1954. Certains disent même qu'il avait fait l'effet d'une bombe dans la société marocaine. Mais ce qui est sûr, c'est que ce livre est loin d'être une œuvre simple qui parle du passé, car il continue de frapper les esprits même dans le présent. Qu'est-ce qui fait la particularité de cette œuvre dans le paysage littéraire maghrébin et francophone? Quelle était la motivation de son auteur en écrivant ce livre? Et que va-t-on apprendre, nous, lecteurs d'aujourd'hui, en lisant une œuvre qui a pour titre « Le passé simple ». Avant de décortiquer les éléments constituants de ce roman, c'est-à-dire le milieu dans lequel le roman prend son origine, le style qui s'épanche, la fiction qui sollicite l'imaginaire et le message qui se dégage d'entre les lignes, je vous propose d'abord un petit résumé de l'intrigue. L'histoire se déroule au Maroc, sous colonisation française. Le personnage principal se nomme Driss Ferdi. C'est un jeune Marocain qui fait ses études dans le lycée français après avoir commencé son instruction dans une école coranique. Il est alors déchiré entre deux civilisations et deux cultures différentes. Le soir du 24e jour du Ramadan, le mois sacré chez les musulmans, Driss rentre à la maison familiale pour le repas traditionnel qu'il doit partager avec ses 6 frères, sa mère et son père qu'il nomme le Seigneur. En effet, ce riche commerçant appartient à la bourgeoisie marocaine. Il est strict, sévère et autoritaire. Son statut de Hadj, c'est-à-dire celui qui a fait le pèlerinage à la Mecque, renforce son pouvoir dont il n'hésite pas à exercer sur tous les membres de sa famille, à tel point que sa femme, soumise et écrasée, se souhaite la mort chaque jour. À l'heure du repas, tout le monde est réuni autour de la table, mais personne ne peut commencer à manger, car le plus grand frère est manquant. Le père, le Seigneur donc, exige qu'on l'attende. Cette décision déclenche l'indignation de Driss. Longtemps accablé par les agissements de son père, ne pouvant plus supporter sa rigueur, il l'affronte violemment en contestant le train de vie qu'il leur impose. Il songe même à le poignarder avec un couteau qu'il avait dans sa poche. Outré par ce comportement, le Seigneur annonce à la famille que son commerce va mal et qu'il a fait faillite. Il envoie alors Driss et sa mère à la ville de Fès pour invoquer les saints afin que les affaires reprennent. Là-bas, Driss apprend le divorce de sa tante Kenza à cause d'une soupe froide qu'elle avait servie à son mari. Il n'hésite pas à faire face à son oncle et à un certain Siketani, un religieux au comportement douteux. Il va même jusqu'à faire entendre sa voix dans la mosquée au cours de la nuit du destin, où il expose les idées de sa génération devant l'ébahissement de l'assistance. Le lendemain, il apprend la mort de son frère Hamid. Il retourne à la maison familiale où il va encore une fois affronter violemment son père en lui revendiquant de transformer sa théocratie en paternité. Touché dans son propre orgueil et voyant son pouvoir s'écrouler, le Seigneur ordonne à chaque membre de sa famille de venir un par un lui cracher dessus en pleine figure. Le dernier à passer est bien entendu Driss, le révolté. Il est de suite brutalement chassé de la maison. Il passe plusieurs jours dans la difficulté, mais il réussit tout de même à obtenir son bac. Il décide donc de rentrer, mais à sa grande surprise, sa mère n'est plus là. Elle s'est suicidée. L'histoire se termine avec la réconciliation des deux antagonistes et Driss, afin de poursuivre ses études à l'université, va être envoyé en France par le Seigneur. Le thème paraît classique, un conflit de génération entre père et fils, mais la lecture de ce roman n'est pas aussi simple. La première impression que nous avons quand nous commençons la lecture est d'avoir entre les mains un roman difficile et compliqué. Mais au fil des pages, on se laisse emporter par le style et la langue de Chraïbi, une langue très fouillée, bien maîtrisée, avec un lexique provocateur, violent, mais surtout sophistiqué. On peut y lire: le stupéfiant, c'est que je l'écoute,
j'apprécie même. J'en oublie Kamel, ma faim. Cet homme à tarbouche est sûr de lui. Une mouche ne volera que s'il lui en donne la permission. Il sait que chaque mot qui tombe de sa bouche sera gravé en moi. Sur son masque, il n'y a pas un frisson. Je supprime ce masque et je lis. Il est analphabète et partant fier de soutenir n'importe quelle conversation de n'importe quelle discipline, je le comparerai volontiers à ces petits vieux qui savent tout et qui ont tout eu. Enfants, petits-enfants, diplômes, fortune, revers de fortune, maîtresse, cuite, chancre. S'il n'y avait, à cause de cet analphabétisme même, le facteur N. Il sait que cet Occident vers lequel il m'a délégué est hors de sa sphère, alors il le hait. Et de peur qu'en moi il n'y ait un enthousiasme pour ce monde nouveau, tout ce que j'en apprends, il le tanne, casse, décortique et dissèque, désanoblit. Vous l'avez compris, Schreiber joue avec la langue, manipule les mots tel un poète. Il a donc voulu écrire un roman pas si simple que ça, mais un roman érudit et truffé de subtilité. On peut donc lire ce roman rien que pour sa belle langue, mais on découvre un style peu banal. En effet, Driss Schreiber est un disciple avoué du grand écrivain américain William Faulkner. Il s'en est vraisemblablement inspiré de son chef-d'œuvre Le bruit de la fureur. Dans le passé simple, Schreiber nous raconte une histoire avec une narration à la première personne qui assume l'engagement de son auteur. Il nous présente non seulement une révolte de son personnage Driss, mais aussi une révolution littéraire et artistique. Au fil des lignes, on remarque un changement de la structure narrative. D'une narration linéaire traditionnelle, Schreiber passe à une narration fragmentée qui refuse la chronologie. Les pensées, les souvenirs, le passé de Driss changent d'une ligne à l'autre, sans la moindre transition, comme si l'auteur veut nous embrouiller ou nous faire perdre le fil conducteur de l'intrigue. On peut lire « Que tout le monde se lève et crache sur nous », disait-il. Kamel riait épileptiquement. J'allumai une cigarette, plus bas que le sabot des mules, plus vil qu'un juif de Tel Aviv, vilipendé, miséraire. Voilà ce que nous sommes devenus. Vous vous lèverez et vous cracherez sur notre face, c'est un ordre. Les lèvres de ma mère tremblaient. Dehors, l'on criait au viol. Ma cigarette s'éteignait, je la rallumai. Einstein n'a rien inventé, repris-je, ni Sartre non plus. S'ils assistaient à cette scène, ils se botteraient le cul. Madini cracha, alla s'asseoir. Dehors, l'on hurlait que ce n'était qu'une femme qui venait d'être violée. Et c'est ainsi dans presque tout le roman. On y rencontre beaucoup de passages où le récit est coupé, ciselé, séparé par d'autres éléments, parfois totalement extérieurs au contexte de la situation. Mais pourquoi Schreiber a-t-il eu recours à cette technique d'écriture? Selon Marc Gontard, l'écriture éclatée ou fragmentée est une écriture de la colère. Cela exprime donc l'état d'esprit de l'auteur lui-même entre le moment vécu et le moment de prise de conscience. La violence du texte est celle de sa vie. Le fragment étant un morceau de quelque chose qui a été brisé ou séparé d'un tout. Et c'est exactement le sentiment que nous avons en lisant cette histoire. L'histoire d'un personnage désorienté, cassé, brisé d'un tout. Il est déchiré entre deux civilisations, la civilisation occidentale qu'il a découvert au lycée français en étudiant la littérature, la philosophie, la religion, les langues européennes, et la civilisation orientale arabo-musulmane dans laquelle il a grandi. Les flashbacks et les monologues intérieurs tracent le portrait d'un personnage désorienté entre deux identités, celle d'un monde nouveau, libre et idéal, et celle de son enfance, saccagée par les rapports conflictuels entre un islam archétype révélé par le Coran et la pratique hypocrite de cette religion dans son entourage familial et social, régi par les traditions. Schreiber essayait-il de nous désorienter en écrivant une fiction autobiographique ? En fait, non. Il nous implique dans son texte. Il nous pousse à faire des associations de type cause à effet. Les réponses à nos questionnements se trouvent justement dans ces bribes de récits, dans ces passages d'un registre à l'autre, dans ce vocabulaire populaire et vulgaire amplifiant la violence textuelle. Autre élément qui renforce cette idée, c'est le découpage du livre en 5 chapitres, dont chacun a un titre qui fait penser à une expérience chimique. On sait que Schreiber a obtenu un diplôme d'ingénieur en chimie avant de se consacrer à l'écriture.
Son livre est construit comme une expérience scientifique. Les éléments de base, période de transition, le réactif, le catalyseur, les éléments de synthèse. Le fonctionnement du roman est comme suit. Le premier chapitre, les éléments de base, ouvre le roman et se consacre à la présentation des personnages et de leur statut familial. La période de transition raconte la révolte du fils contre son père jusqu'à la scène du couteau. Le chapitre 3, le réactif, aborde la montée de la haine jusqu'à la mort du petit frère de Driss, un événement décisif qui déclenche une multitude de réactions, notamment la scène du crachat. Le catalyseur exprime le rejet total des valeurs traditionnelles et religieuses qui régissent l'ordre familial et social préétabli. Il évoque également la déception du narrateur à l'égard des valeurs occidentales, un désarroi identitaire qui fonctionne comme un catalyseur et provoque une remise en question. Le livre se clôt sur le dernier chapitre intitulé « Les éléments de synthèse » qui annonce la fin de l'expérience et le résultat obtenu. Les deux personnages principaux dressent le bilan de leur parcours dans la vie et reconnaissent leurs erreurs. Une structure romanesque particulière confortée par l'abondance du lexique de la chimie, ce qui met en évidence l'écriture subtile de Schreiber. Le roman nous raconte donc une expérience et nous livre le résultat final. Mais quel est donc le message qui se dégage de cette expérience ? Le lecteur de ce roman est sollicité de bout en bout, interpellé de la première à la dernière page, captivé par la forte personnalité des deux personnages principaux. Il participe activement à l'interprétation du récit. La lecture de ce roman nous permet, nous, lecteurs d'aujourd'hui, de prendre conscience de l'écart qu'il puisse y avoir entre le monde musulman et les valeurs occidentales. Driss est ballotté entre deux cultures, sans pour autant se sentir à l'aise ni dans l'une ni dans l'autre. Cela peut nous éclairer un peu sur le conflit entre l'Orient et l'Occident, ou sur le mal-être et le déchirement identitaire des communautés binationales ou multiculturelles. En arrière-plan, le roman dépeint la condition de la femme, la pratique erronée de l'islam, le phénomène de la mendicité et la violence qui règne dans la société marocaine. Le passé simple de Driss Schreiber est un roman noir, grinçant. Il bouscule toutes les convenances sociales et traditionnelles de la bourgeoisie arabe. Il révolutionne la littérature marocaine par une écriture éclatée, associée à un lexique violent et brutal qui lui donne une singularité littéraire et esthétique. En somme, c'est un livre qui raconte un passé scabreux, mais qui peut toujours servir notre présent. Voilà, c'est terminé pour ce deuxième épisode. Si ça vous a plu, faites-le nous savoir par un clic sur le bouton j'aime ou dites-le nous dans un commentaire et n'oubliez pas de vous abonner pour ne pas rater les prochains épisodes.